Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Une arme hypersonique se trouve désormais au cœur de l'affrontement avec l'Iran. Et ce qu'elle pourrait frapper ensuite pourrait changer tout l'équilibre du pouvoir au Moyen-Orient. Quelque chose s'est produit au cours des dernières 48 heures et la plupart des gens sont complètement passés à côté. Cela pourrait représenter la décision militaire la plus lourde de conséquences que les États-Unis aient prise dans tout cet affrontement avec l'Iran. Pas le blocus, pas les 3 groupes aéronavals, posés comme des montagnes d'acier dans les eaux entourant le golfe Persique, pas même les 50 000 militaires américains qui maintiennent un périmètre de fer autour de l'une des voies maritimes les plus stratégiques de la planète. Non, ce qui s'est produit est beaucoup plus précis, beaucoup plus chirurgical et à bien des égards beaucoup plus terrifiant pour le régime installé à Téhéran. Une demande officielle a été déposée sur le bureau de l'administration américaine. Une demande visant à déployer un système d'armement auquel l'Iran n'a aucune réponse réaliste. Une arme qui rend complètement obsolète sa stratégie défensive la plus précieuse. Une arme qui se déplace si vite dans l'atmosphère que, lorsque n'importe quel système radar au monde la détecte, elle est déjà arrivée à destination. Cette arme s'appelle le Dark Eagle. Et si cette demande de déploiement est approuvée, rien dans cette confrontation n'aura la même apparence de l'autre côté. Il ne s'agit pas d'une nouvelle sortie de chasseurs au-dessus du détroit d'Ormuz. Il ne s'agit pas d'un nouveau repositionnement de destroyers en mer Rouge. Il s'agit du premier et unique système d'armement hypersonique déployé de l'armée américaine, officiellement demandé pour un possible emploi au combat contre l'Iran pour la toute première fois dans l'histoire humaine. Ce n'est pas le genre de titre qui apparaît chaque semaine. Ce n'est pas une évolution à faire défiler distraitement. C'est un basculement tectonique dans toute la géométrie de cette crise. Même le point de presse le plus poli dans le style Trump aurait du mal à transformer une demande de déploiement hypersonique en un mardi tout à fait ordinaire. Pour comprendre ce qui se passe réellement en ce moment entre Washington et Téhéran, il faut comprendre ce que fait cette arme, pourquoi elle a été construite, ce qu'on lui demande de frapper et ce que cela signifie pour chaque acteur de cette région qui observe cet affrontement, les poings serrés. Le point de départ, c'est l'architecture plus large de pression que les États-Unis construisent méthodiquement depuis que ce conflit s'est rallumé, parce que les événements des derniers jours ne prennent pas tout leur sens sans cette base. La marine américaine, l'US Navy, applique autour des ports iraniens un blocus naval qui est, selon tous les indicateurs mesurables, spectaculairement efficace. Il ne s'agit pas de spéculation. Les chiffres sont concrets, et ils sont dévastateurs pour Téhéran. 42 navires commerciaux ont été interceptés et redirigés alors qu'ils tentaient de violer le périmètre du blocus. 40, et un pétrolier se trouve actuellement dans une sorte de limbe maritime, transportant environ 69 millions de barils de pétrole brut iranien que le régime ne peut pas vendre, ne peut pas déplacer et ne peut pas monétiser. Au prix actuel du marché, cela représente quelque part au-delà de 6 milliards de dollars de revenus totalement coupés de l'économie iranienne. 6 milliards de dollars qui auraient coulé directement dans le système financier du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le CGRI, pour financer ses programmes de missiles balistiques, ses usines de fabrication de drones et ses réseaux de proxy qui s'étendent du Yémen au Liban jusqu'à l'Irak. Le blocus n'est pas seulement gênant pour Téhéran. Il retire chirurgicalement l'oxygène économique de tout ce dont le CGRI a besoin pour se maintenir comme force militaire et politique à l'intérieur de l'Iran. Et le mécanisme d'application est tout simplement extraordinaire. Ce n'est pas un blocus passif. C'est une opération active, agressive et stratifiée d'interdiction, impliquant des destroyers, des sous-marins d'attaque, des équipes de raid expéditionnaires des marines, des équipages d'hélicoptères H-60 menant des opérations d'arraisonnement de navires, des drones de surveillance RQ-4 Global Hawk maintenant une couverture orbitale persistante au-dessus du détroit et des eaux environnantes, ainsi que plus de 200 avions qui se relaient en patrouilles aériennes de combat depuis 3 groupes aéronavals distincts opérant simultanément dans la région. 3 porte-avions. Ce chiffre, à lui seul, est une déclaration d'intention qui dépasse n'importe quel communiqué de presse ou communiqué diplomatique. La dernière fois que les États-Unis ont déployé simultanément 3 groupes aéronavals dans un seul théâtre régional, le monde a observé très attentivement ce qui a suivi. Aux côtés de ces porte-avions se trouvent largement plus de 50 000 soldats américains, une unité expéditionnaire des marines qui mène activement des opérations d'arraisonnement sur les navires tentant de franchir le blocus, ainsi qu'une architecture de soutien composée de moyens de guerre électroniques, de plateformes de collecte de renseignements et d'infrastructures logistiques permettant à toute l'opération de se maintenir sur une longue période. Pour une machine politique habituée à mesurer la force à la taille du slogan, c'est le moment où le matériel commence à parler à sa place. La réponse iranienne est essentielle à examiner, parce que la rhétorique de Téhéran, en ce moment, révèle beaucoup de choses sur l'état psychologique du régime.
Les responsables iraniens publient des déclarations avec ce genre de bravade démonstrative auxquelles les gouvernements ont tendance à recourir lorsque leurs options réelles ont été réduites à presque rien. Ils ont déclaré publiquement que le blocus américain était, selon leurs mots, voué à l'échec. Ils ont promis ce qu'ils appellent une réponse rapide et sévère à toute nouvelle escalade militaire. Ils ont affirmé que la réouverture du détroit d'Ormuz était impossible tant que les forces navales américaines demeuraient dans la zone, ce qui est une manœuvre rhétorique fascinante, car elle reconnaît en même temps que le détroit est effectivement fermé tout en attribuant cette fermeture à quelqu'un d'autre. Et ils continuent de pousser leur cadre de négociation en 2 phases, dans lequel toutes les sanctions seraient levées et toute la pression retirée d'abord, après quoi l'Iran viendrait supposément à la table pour des discussions nucléaires de bonne foi, à un moment indéfini dans l'avenir. C'est l'équivalent diplomatique d'exiger que l'autre camp abatte toutes ses cartes avant même que la main de poker commence. Ce n'est pas une position de négociation, c'est un mécanisme de temporisation. Et le régime utilise cette manœuvre particulière depuis si longtemps, contre tant d'administrations différentes, que ce manuel est essentiellement devenu une mémoire musculaire institutionnelle. Mais voici le détail crucial qui rend le moment actuel vraiment différent de tous les chapitres précédents de cette confrontation au long cours. Les États-Unis ne se contentent pas d'appliquer une pression économique en attendant que l'Iran cligne des yeux. La demande de déploiement du Dark Eagle change tout le calcul des options militaires sur la table, la vitesse à laquelle ces options peuvent être exécutées, et surtout les actifs iraniens qui sont maintenant réellement à risque alors qu'ils ne l'étaient pas sérieusement auparavant. L'amiral Brad Cooper a présenté à l'administration Trump un ensemble d'options de frappe décrites comme rapides et concentrées, de courtes vagues puissantes d'attaques de précision conçues pour briser l'impasse que le CGRI maintient à la fois sur le détroit d'Ormuz et sur l'infrastructure politique et militaire interne de l'Iran. Dans l'orbite Trump, rapide et concentré décrit souvent la conférence de presse avant la note de politique. Ici, cela décrit une véritable planification de frappe. Ce ne sont pas des exercices de planification hypothétiques. La demande officielle de déploiement du Dark Eagle se trouve sur un véritable bureau, en attente d'une véritable signature. Et les options présentées sont réelles, exécutables, et dans certains cas potentiellement imminentes, selon la façon dont les prochains jours se dérouleront à la table des négociations. Le Dark Eagle est important parce que son déploiement potentiel représente une escalade fondamentale dans la boîte à outils disponible. L'arme hypersonique à longue portée de l'armée américaine, le Dark Eagle, le nom opérationnel que le système a acquis, est le premier système d'armement hypersonique déployé de l'armée américaine. Cette désignation compte. Premier système déployé, pas un prototype, pas un article d'essai, pas un système en développement encore en cours d'évaluation. Une arme déployée, c'est à dire un système qui a traversé tout le cycle de développement, de test, de raffinement et de certification opérationnelle. Il combine un étage propulseur lancé depuis le sol, un puissant moteur fusée qui accélère l'arme à des vitesses extraordinaires dans la phase initiale du vol, avec ce qui est techniquement classé comme un corps de planeur hypersonique commun, un véhicule de rentrée manœuvrable développé conjointement par l'armée en partenariat avec Lockheed Martin et Northrop Grumman, 2 des entrepreneurs de défense les plus compétents au monde. Le corps planeur est l'élément central de tout le profil de menace du système. Il ne suit pas une trajectoire balistique prévisible comme le fait un missile conventionnel. Il plane dans la haute atmosphère à des vitesses soutenues supérieures à Mach 5. C'est 5 fois la vitesse du son, soit environ 3800 000 à l'heure en altitude, tout en exécutant simultanément des manœuvres latérales imprévisibles qui rendent son suivi. Sa prédiction et son interception extrêmement difficiles, même pour les systèmes de défense aérienne les plus avancés, avec une probabilité d'interception significative, la portée du système dépasse 125 000. Pour replacer cela dans le contexte géographique qui compte dans ce scénario précis, cette portée permet au Dark Eagle d'être positionné bien à l'extérieur de l'espace aérien iranien, bien au-delà de la portée effective du réseau de défense aérienne iranien, potentiellement même à l'extérieur de la région plus large du Golfe Persique, tout en pouvant atteindre pratiquement n'importe quelle cible sur le territoire iranien. Le lanceur ne peut pas être abattu, la plateforme ne peut pas être menacée. Lorsque les systèmes radars iraniens détectent même l'existence de l'arme, la solution de ciblage est déjà essentiellement insoluble pour tout intercepteur conventionnel. Ce n'est pas une amélioration incrémentale d'une capacité existante. C'est un saut catégorique dans la géométrie de la guerre de frappe, et les planificateurs militaires du CGRI le savent. Aucun slogan de campagne, aucun bandeau télévisé et aucun discours de victoire ne peut intercepter quelque chose qui se déplace à Mach 5. L'ensemble des cibles révèle aussi la logique opérationnelle de la demande de déploiement. L'armée iranienne, et plus précisément le CGRI, a passé des années, sans doute des décennies,
à concevoir une solution tactique très spécifique au problème de la domination aérienne américaine. Elle ne peut pas rivaliser avec les États-Unis dans un combat aérien ouvert. Elle ne peut pas déployer une marine capable de survivre au contact avec des groupes aéronavals américains. Elle ne peut pas projeter une puissance militaire conventionnelle au-delà de son voisinage géographique immédiat d'une manière significative. Ce qu'elle peut faire, et ce dans quoi elle a investi d'énormes ressources, c'est maintenir un arsenal de missiles balistiques et de munitions rôdeuses, stocker cet arsenal dans des installations souterraines durcies et profondément enterrées que la puissance aérienne conventionnelle peine à neutraliser rapidement, faire sortir des lanceurs mobiles de ces installations avec un préavis relativement court, exécuter une salve de tir, puis ramener les lanceurs à couvert avant qu'une frappe de représailles puisse être organisée et exécutée. Ce n'est pas théorique. C'est la doctrine opérationnelle réelle du CGRI, affinée et pratiquée au fil des années grâce à des investissements précisément dans ce type d'infrastructure de missiles dispersés, survivables et mobiles. Et c'est une doctrine qui, dans les conditions d'avant le Dark Eagle, crée un véritable dilemme tactique pour les planificateurs de frappes américains. Le délai entre le départ d'un lanceur mobile de son bunker souterrain, son arrivée à une position de tir, l'exécution du lancement, puis son retour à couvert peut être réduit à moins de 30 minutes dans des conditions idéales. Les avions de frappe conventionnels, même très performants, ont besoin de temps pour recevoir les données de ciblage, générer un dispositif de frappe, décoller, transiter vers la zone de la cible et exécuter l'attaque. Face à une cible mobile sensible au temps qui disparaît à nouveau sous terre en moins d'une demi-heure, la fenêtre est brutalement étroite et le succès est loin d'être garanti. Le Dark Eagle inverse fondamentalement cette chronologie en faveur de l'attaquant. Lorsqu'une arme peut être placée sur une cible en une fraction du temps requis par des avions de frappe conventionnels, lorsque l'arme elle-même se déplace à des vitesses qui font que toute la chronologie de l'engagement se mesure en minutes plutôt qu'en heures, la fenêtre de sécurité relative du lanceur mobile disparaît essentiellement. Le commandant du CGRI qui ordonne à ce lanceur de sortir du bunker doit maintenant faire un calcul très différent de celui qu'il faisait auparavant. Parce que le risque que le lanceur soit pris à découvert, pris en position de tir, pris dans la transition entre la couverture et la position de tir, a augmenté de façon exponentielle. C'est de la dissuasion par la capacité, et elle agit simultanément au niveau physique et psychologique. Les installations précises que les évaluations du renseignement ont identifiées comme cibles hautement prioritaires, dans ce contexte, méritent d'être examinées en détail. L'installation de Yazd, qui a été caractérisée comme une installation de traitement par rayonnement, mais dont l'analyse d'imagerie satellitaire suggère qu'elle remplit une fonction beaucoup plus large au sein du complexe industriel iranien des missiles et des drones, représente exactement le genre d'infrastructure durcie, intégrée dans un canyon et camouflée que le Dark Eagle a été conçu pour traiter. Les corridors d'approche vers des installations comme celle-ci sont étroits et contraints. Les entrées des bunkers elles-mêmes sont conçues pour être aussi peu visibles que possible depuis la surveillance aérienne. Le terrain environnant fournit une dissimulation naturelle et rend une pénétration conventionnelle à basse altitude par des avions de frappe véritablement dangereuse. Mais aucun de ces avantages géographiques ne compte face à une arme arrivant à Mach 5 depuis une trajectoire imprévisible. Un lanceur de missiles balistiques ne peut pas être caché à un véhicule planeur hypersonique qui sait déjà où se trouve l'entrée du bunker. Au-delà des complexes de bunkers eux-mêmes, l'ensemble des cibles pour un éventuel emploi du Dark Eagle s'étend à l'écosystème d'infrastructures plus large qui soutient la capacité militaro-industrielle de l'Iran. Les infrastructures de production et de distribution d'électricité reliées aux installations contrôlées par le CGRI. Les nœuds du réseau électrique qui alimentent les usines produisant les munitions rôdeuses de la série Shahed. Les drones d'attaque fabriqués par l'Iran, qui sont devenus un système d'armement emblématique non seulement pour l'armée de Téhéran, mais aussi pour des forces par procuration et des acteurs étatiques dans plusieurs zones de conflit. Les nœuds de commandement et de contrôle au sein de la hiérarchie opérationnelle du CGRI. Les points d'étranglement logistique par lesquels les fournitures et composants militaires circulent entre les centres de fabrication et les dépôts de stockage avancés. Ce sont ce que les planificateurs appellent des cibles à double usage. Des infrastructures qui servent à la fois des fonctions civiles et militaires, mais dont la destruction dégraderait de façon disproportionnée la capacité opérationnelle du CGRI, tandis que le blocus coupe simultanément sa capacité d'importer des composants de remplacement. C'est là que cette architecture stratégique à deux voies de l'approche américaine actuelle révèle sa véritable sophistication, parce que le Dark Eagle n'existe pas en vase clos. C'est un élément unique extraordinairement puissant, mais tout de même seulement une pièce d'une campagne de pression multidomaine et stratifiée qui a été assemblée avec une remarquable délibération.
C'est la partie que le mégaphone pro-Trump transforme habituellement en autocollant de pare-choc, même quand la stratégie réelle est beaucoup plus compliquée que le slogan. La séquence opérationnelle, si les frappes devaient reprendre, est claire. Le Dark Eagle part en premier, arrivant sur des cibles durcies et sensibles au temps avant même qu'un dispositif de frappe conventionnel ait quitté le pont d'un porte-avions. Il crée des brèches physiques dans le réseau de défense aérienne iranien. Il détruit ou neutralise des lanceurs de missiles mobiles avant qu'ils puissent exécuter une deuxième salve de frappe. Et il envoie un signal sans ambiguïté sur la vitesse et la précision de ce qui vient ensuite. Derrière le Dark Eagle viennent les plateformes F-35C Lightning II, opérant dans leur rôle principal de suppression des défenses aériennes ennemies, utilisant la furtivité, la guerre électronique et les munitions guidées de précision pour démanteler systématiquement ce qui reste de l'architecture intégrée de défense aérienne de l'Iran. Puis arrivent les F-15 Strike Eagle, avec la charge de frappe conventionnelle, les missions d'escorte, les attaques de précision de suivi contre des ensembles de cibles secondaires et le soutien de guerre électronique qui permettent à l'ensemble du dispositif d'opérer avec une liberté de manœuvre maximale dans ce qui serait alors un environnement de menace considérablement dégradé. C'est ce que les planificateurs militaires décrivent comme un ensemble de frappes multidomaines et stratifiées, et il est spécifiquement conçu pour submerger la capacité d'un adversaire à répondre de manière cohérente à un seul niveau. L'Iran ne peut pas concentrer ses défenses aériennes sur la menace hypersonique tout en suivant et en engageant simultanément des avions furtifs de 5e génération. Il ne peut pas prioriser ses communications de commandement et de contrôle pendant que son réseau radar est activement brouillé et supprimé. Il ne peut pas coordonner une salve de réponse balistique pendant que ses installations de lanceurs sont systématiquement neutralisées par des armes qui arrivent avant même que l'ordre de riposte puisse être émis. C'est la manière américaine de submerger le cycle décisionnel d'un adversaire, et contre une armée aussi structurellement dégradée que le CGRI l'est devenu au cours de ce conflit, les résultats seraient opérationnellement décisifs dans un délai très court. Il faut tout de même présenter la position iranienne sous son meilleur jour, parce que l'honnêteté intellectuelle exige que ses options et sa rhétorique soient prises au sérieux, plutôt que simplement rejetées comme de la fanfaronnade vide. La logique stratégique du CGRI, telle qu'elle est, semble reposer sur quelques hypothèses clés. Premièrement, que les coups politiques et économiques du blocus américain finiront par créer une pression suffisante sur les partenaires de coalition de Washington pour fracturer le consensus international qui soutient la posture actuelle. Ils ont réalisé des investissements diplomatiques particuliers dans les capitales européennes, notamment à Berlin, en tentant de creuser un fossé entre l'Allemagne et la coalition plus large menée par les États-Unis, en soulignant les perturbations économiques que le blocus crée pour les marchés de l'énergie et les flux commerciaux européens. Deuxièmement, que leur inventaire restant de missiles balistiques, bien que considérablement réduit par rapport au niveau d'avant-conflit, représente toujours une menace crédible pour les infrastructures énergétiques des États du Golfe. Plus précisément, les installations de production et d'exportation de pétrole et de gaz de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar, ce qui leur donne un levier dans toute négociation. Troisièmement, qu'en tenant assez longtemps et en absorbant assez de douleurs économiques, ils pourront éventuellement négocier un règlement qui préservera les éléments centraux de la structure de pouvoir du régime et de son programme balistique. Le problème avec cette logique stratégique, c'est que chacune de ces hypothèses est systématiquement minée en temps réel. Les États du Golfe, contrairement aux espoirs de Téhéran, n'ont pas été intimidés au point de défendre la position du régime. Ils ont plutôt démontré un niveau de fermeté et de solidarité régionale avec la coalition menée par les États-Unis que les planificateurs iraniens n'avaient probablement pas pleinement anticipé. La douleur économique du blocus, même si elle affecte réellement le commerce régional de façon plus large, frappe le plus durement l'Iran lui-même et plus précisément le CGRI, dont l'écosystème financier dépend le plus directement des revenus d'exportation pétrolière et des réseaux commerciaux que le blocus a coupés. Et le stock de missiles balistiques qui représente la principale source de levier de Téhéran est une ressource épuisable qui diminue à chaque salve tirée et qui ne peut pas être facilement reconstituée lorsque l'infrastructure de fabrication est sous pression et que les canaux d'importation sont bloqués. L'analogie qui vient à l'esprit est celle d'un homme convaincu qu'il peut retenir son souffle pendant 5 minutes. Il plonge sous l'eau avec une certitude absolue dans sa propre endurance. Après 30 secondes, il va bien. Après 1 minute, il y a de l'inconfort, mais toujours de la conviction. À 90 secondes, la réalité physiologique commence à prendre le dessus sur le récit psychologique. Et quelque part entre 2 et 3 minutes, l'impératif biologique l'emporte entièrement sur la volonté, peu importe à quel point il était certain de lui à la surface. Le CGRI retient son souffle depuis longtemps, et le blocus combiné au déploiement du Dark Eagle revient essentiellement à voir quelqu'un se tenir au-dessus de la piscine avec un chronomètre, en regardant le compte à rebours.
Dans la communication trumpiste, le chronomètre serait probablement plaqué hors avant même que quelqu'un explique ce que signifie le compte à rebours. Le déploiement potentiel du Dark Eagle est encore plus important sur le plan stratégique au-delà de son application militaire immédiate. Il signale à chaque acteur de la région que les États-Unis sont prêts à introduire de véritables capacités militaires nouvelles dans ce théâtre, que l'échelle de l'escalade comporte de nouveaux échelons qui n'existaient pas auparavant, et que le calcul coût-bénéfice de l'obstination iranienne vient de changer de manière spectaculaire. Pour les États du Golfe, c'est une démonstration d'engagement et de capacité américaine qui renforce le partenariat stratégique dans lequel ils ont investi. Pour les gouvernements européens qui observent nerveusement l'effet du blocus sur les marchés de l'énergie, c'est un signal que Washington se dirige vers une résolution plutôt que vers une impasse indéfinie, ce qui, paradoxalement, pourrait les rendre plus disposés à tenir la ligne diplomatique. Et pour les factions au sein du système iranien lui-même, car il existe des factions significatives avec des évaluations différentes de la situation actuelle, c'est une preuve supplémentaire que la posture actuelle dominée par le CGRI mène quelque part de catastrophique. Les mathématiques économiques du blocus méritent qu'on s'y attarde encore une fois, parce que la dimension financière de cet affrontement est indissociable de sa dimension militaire. 69 millions de barils de pétrole immobilisés dans des pétroliers qui ne peuvent pas bouger. 6 milliards de dollars de revenus coupés de l'appareil financier du CGRI, et ce n'est pas un chiffre statique. Il s'accumule jour après jour. Chaque journée supplémentaire de blocus représente encore environ 150 millions de dollars de revenus pétroliers auxquels le régime ne peut pas accéder, qu'il ne peut pas dépenser en achats militaires, qu'il ne peut pas acheminer vers des forces par procuration, qu'il ne peut pas utiliser pour payer les unités des gardiens de la révolution qui sont le garant ultime de la survie politique interne du régime. À un certain moment, et les précédents historiques tirés de la propre expérience de l'Iran avec la pression des sanctions suggèrent que ce moment n'est pas infiniment éloigné. La pression économique interne commence à générer des conséquences politiques qu'aucune rhétorique publique ne peut contenir. La combinaison de cet étranglement économique avec l'introduction d'une capacité de frappe hypersonique crée ce que les stratèges reconnaîtraient comme un scénario de levier composé, dans lequel la pression appliquée est simultanément économique et militaire, simultanément externe et interne, simultanément immédiate et structurelle. Le blocus comprime l'approvisionnement financier en carburant. Le Dark Eagle menace de détruire chirurgicalement l'infrastructure militaire que le reste de cet approvisionnement sert à maintenir. Et les 3 groupes aéronavals, les 200 avions, les 50 000 soldats et les équipes de raid des marines menant des opérations d'arraisonnement actives représentent l'arrière-plan conventionnel écrasant qui rend à la fois la pression économique et la pression hypersonique crédible, plutôt que théorique. C'est, pour emprunter une expression à la stratégie concurrentielle, jouer avec tous les jetons sur la table en même temps. Pas séquentiellement, pas d'abord la pression économique, puis l'engagement diplomatique, puis les options militaires si nécessaire, mais tout cela de façon stratifiée et simultanée, créant un environnement de pression que le CGRI doit gérer sur plusieurs dimensions à la fois. C'est aussi le genre de pression stratifiée que les médias pro-Trump adorent réduire à un seul mot, de préférence crier 3 fois sur une musique dramatique. Et le CGRI, malgré toutes ces années d'expérience à naviguer entre les administrations américaines et les campagnes de pression internationale, n'a jamais fait face à une configuration aussi particulière de leviers simultanés opérant à ce niveau d'intensité. La question que le déploiement potentiel du Dark Eagle force ultimement n'est pas de savoir si les États-Unis peuvent détruire les cibles qu'ils ont identifiées à l'intérieur de l'Iran. À ce niveau de concentration des capacités, 3 groupes aéronavals, des armes hypersoniques, des avions furtifs de 5e génération, une couverture de surveillance persistante, une interdiction navale active, la question physique de la destruction des cibles ne fait pas vraiment doute. La question la plus importante est de savoir si la volonté démontrée de demander le déploiement de l'arme de frappe la plus avancée de l'Amérique, combinée à l'étranglement économique soutenu du blocus, est suffisante pour produire à Téhéran un résultat politique qui ne nécessiterait pas que ces armes soient réellement tirées. Parce que le déploiement du Dark Eagle dans la région, même s'il n'exécute jamais de mission de combat, modifie l'évaluation de la menace par les dirigeants iraniens d'une manière que le blocus seul ne peut pas pleinement accomplir. Il les force à affronter la réalité selon laquelle leur bunker durci, l'infrastructure qu'ils ont passé des années et d'énormes ressources financières à construire précisément pour survivre à la puissance aérienne américaine, pourrait ne pas être réellement capable de survivre aux armes hypersoniques américaines. Et si les bunkers durcis ne sont pas survivables, alors toute la doctrine opérationnelle bâtie autour d'eux exige une remise en question fondamentale.
Cela signifie que les opérateurs de lanceurs mobiles qui ont été formés à exécuter des lancements de salves à réaction rapide doivent réévaluer si le calcul du risque fonctionne encore en leur faveur. Cela signifie que les commandants du CGRI supervisant le programme de missiles balistiques doivent reconsidérer leur posture, l'endroit où leurs actifs sont situés, et si le dispositif actuel est viable dans l'environnement de menaces émergents. Ce type de réévaluation doctrinale en cascade, imposée par l'introduction d'une capacité véritablement nouvelle, est l'une des formes les plus puissantes de levier stratégique qu'une puissance militaire puisse exercer sans tirer un seul coup. Elle agit au niveau des hypothèses de planification de l'adversaire. Et lorsque ces hypothèses sont invalidées, toute la posture stratégique construite au-dessus d'elles devient incertaine. Le cessez-le-feu qui tient, et tenir et peut, être une description généreuse pour quelque chose qui ressemble davantage à un fil tendu vibrant entre deux points fixes, demeure techniquement en place pendant que ces développements se déroulent. Mais les conditions qui ont produit ce cessez-le-feu ont maintenant changé matériellement et pas en faveur de l'Iran. Le blocus fonctionne depuis assez longtemps pour produire des dommages économiques mesurables et documentés. La posture militaire du côté américain a été renforcée plutôt que réduite. Et maintenant, les États-Unis ont officiellement demandé le déploiement d'une arme contre laquelle l'Iran n'a aucune option d'interception crédible. Chacun de ces développements, pris séparément, représenterait un changement significatif dans l'équilibre de la pression. Ensemble, ils représentent quelque chose de qualitativement différent. Une convergence de pressions économiques, militaires conventionnelles et capacitaires avancées qui réduit l'espace de l'obstination iranienne d'une manière réellement difficile à gérer sans concession. Ce que l'Iran fera ensuite, qu'il choisisse de faire un pas vers des négociations significatives, qu'il tente une forme de geste agressif pour démontrer qu'il n'a pas été intimidé, que les durs du CGRI affirment leur domination sur toute voie plus modérée au sein du système, ou que la douleur économique produise assez de friction politique interne pour déplacer l'équilibre du pouvoir entre les factions concurrentes de l'Iran, déterminera si le Dark Eagle devient une note de bas de page historique ou un jalon historique. Le système a été officiellement demandé. Les briefings ont été livrés au plus haut niveau de l'administration américaine. Les options de ciblage existent. Les plans opérationnels ont été développés. La seule variable restante est la décision. Et la situation en arrive donc à des questions auxquelles personne ne peut encore répondre pleinement, parce que le tableau du renseignement à l'intérieur de Téhéran est, par nature, incomplet. Et la prise de décision humaine sous pression extrême n'est jamais entièrement prévisible, même avec une information parfaite. Les dirigeants du CGRI croient-ils réellement leur propre rhétorique selon laquelle le blocus est voué à l'échec, ou ce message public est-il destiné à un public intérieur et régional, pendant que les évaluations privées sont considérablement plus sombres? Existe-t-il des forces au sein du système iranien, dans l'armée, dans l'établissement économique, dans la hiérarchie religieuse, qui ont la capacité et la volonté d'imposer une correction de trajectoire au CGRI avant que le Dark Eagle passe d'une demande de déploiement à un ordre d'emploi au combat? Et peut être plus important encore, si le Dark Eagle vole, s'il frappe ses bunkers durcis, ses installations de lanceurs mobiles, ces nœuds de distribution électrique qui soutiennent la base militaro-industrielle du CGRI. Que fera l'Iran ensuite? Le CGRI tirera-t-il tout ce qui lui reste dans une dernière salve d'intensité maximale contre les infrastructures énergétiques des États du Golfe, en acceptant que cela invite une riposte dévastatrice? Cherchera-t-il une porte de sortie en acceptant que sa position stratégique soit devenue intenable, ou la structure politique interne du régime se fracturera-t-elle sous le poids combiné de l'étranglement économique et des frappes hypersoniques, produisant un résultat que personne à Washington, à Riyad ou à Tel Aviv n'avait vraiment anticipé? Le Dark Eagle est sur la piste. La demande de déploiement est sur le bureau. Les 3 groupes aéronavals sont en position. Les pétroliers ne bougent pas. Et à Téhéran, des gens se trouvent dans des salles à calculer combien de temps encore ils peuvent maintenir cette posture et à quel coût. Ce n'est pas exactement le genre de crise qui peut être réglée en transformant la salle de briefing en rassemblement de campagne et en appelant cela une stratégie. L'histoire ne s'annonce pas à l'avance, mais parfois les conditions d'un moment décisif deviennent si visibles, si précisément lisibles, que la seule chose honnête à dire est de surveiller cet espace de très près. Parce que ce qui se produira dans les prochains jours pourrait régler des questions sur la puissance militaire américaine, la résilience du régime iranien et l'architecture future du Moyen-Orient, des questions ouvertes depuis une génération. Le Dark Eagle fera-t-il ses débuts au combat? Et si oui, qu'est-ce qui viendra après? C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.